Bonjour Étienne. Salut. Alors aujourd'hui donc on a l'énorme chance d'avoir avec nous Étienne Chouard, que vous connaissez peut-être pas, mais qui est quand même assez connu maintenant en France, puisque je te vois de plus en plus en tout cas à la télévision, à la radio, dans les journaux. Je vais retracer rapidement ton parcours. Donc tu es enseignant en économie, gestion et droit fiscal. Je l'ai pris de Wikipédia, hein, ça. Oui, mais droit fiscal, c'est anecdotique. C'était au début. Ok. Et informatique en tout cas. Oui. D'accord. Informatique et économie. D'accord. Dans un lycée à Marseille. Ok. Donc, en fait, en 2005, on a proposé aux Français de voter pour la Constitution européenne. Ouais. C'est là que je dis tes mots, hein, tu t'es réveillé politiquement, tu as un petit peu lu ce texte qu'on nous proposait, un peu dans les détails, et tu t'es rendu compte que c'était que c'était intolérable, que ça allait pas, que c'était pas bien. Bref, donc tu as milité pour le non, en tout cas non à cette Constitution européenne en 2005. Et c'est à partir de là, en fait, tu as fait un blog, que tu as commencé à être assez connu. Les médias se sont intéressés à toi. Tu as eu un article dans le journal Le Monde. On a parlé de toi à la radio, etc. Finalement, la France a voté non. Et donc bon, ça a été le début, si je me trompe pas. Donc après, tu as continué avec ton blog. Il y a eu de plus en plus de monde sur ton blog. Et donc maintenant, bon ben ça continue. J'ai l'impression de plus en plus connu. J'ai vu que tu étais passé à l'émission de télévision Ce soir ou jamais en 2014. Alors tu étais, et ça va être ma première question pour un peu introduire, tu étais face à Jacques Attali. Comment tu fais pour, dans une émission de télévision aussi regardée en France, face à quelqu'un comme quand même Jacques Attali, rester aussi calme, aussi sûr de toi? T'as pas l'air d'avoir du tout le trac. Comment tu fais ça? Bon, j'ai rien de spécial. En fait, j'étais résolu à pas croiser le fer avec, je savais qu'il allait être là. Et j'ai plein de choses à lui reprocher, grave. Mais j'avais pas le temps. On avait 1 heure d'émission, on était 8, on était nombreux. Moi, donc je voulais parler de notre problème politique, du fait que on n'est pas en crise, c'est pas un accident, et que tout se passe comme prévu pour ceux qui font élire les acteurs politiques. Et puis du fait que nous, si on est dans ce piège politique où nous n'avons pas de représentants, c'est parce que nous n'avons pas de constitution. Et nous n'avons pas de constitution, non pas de la faute des autres, mais de notre faute à nous, parce qu'on n'est pas constituant. Et qu'on a, ayant renoncé, démissionné à écrire nous-mêmes les règles de dévolution du pouvoir, comment on donne le pouvoir, est-ce que c'est par élection, par tirage au sort, et les règles de contrôle des pouvoirs, ayant renoncé à ça, on se met nous-mêmes en prison. Donc, je voulais parler de ça, et j'ai eu la chance de pouvoir en parler d'ailleurs ça a duré 4 minutes, mais 4 minutes bien denses, et qui elles ont énormément buzzé, ça fait plus de 10 millions de vues, ça c'est vraiment étonnant ce que ça a tourné. Et puis ce qui était très surprenant, c'est qu'en sortant de ce petit tunnel, là où je parle 4 minutes, c'est Attali qui reprend la parole tout de suite pour me dire c'est très intéressant, mais c'est complètement idiot. Et d'ailleurs, d'habitude, vous l'avez pas fait là, mais d'habitude, quand vous prenez la parole, c'est pour défendre une idée saugrenue qui est le tirage au sort. Et donc, la première chose qu'il fait, c'est de me rentrer dedans. Ah oui. Et 2, en parlant du tirage au sort. Et donc, il disait que des bêtises sur le tirage au sort, mais il fallait encore un peu de temps pour y répondre, et il me laissait pas y répondre, il interrompait sans arrêt, il reprenait la parole pour interrompre, en déformant tout ce que je disais. Oh, c'est de la rhétorique, ça, hein, bon. Mais c'est pas tellement le plus important. En fait, ce qui est le plus important de cette soirée, c'est que j'ai pu parler mes 4 minutes et dire ce qui me semblait le plus important, et que les gens ont bien vu que c'était ça qui est important, et c'est ça qui a tourné sur Internet, mais beaucoup plus. Ce soir-là, il y avait quelque chose comme 800 000 spectateurs, je crois. Ouais. Et c'est des millions de personnes qui l'ont vu après. Donc, j'ai bien fait d'y aller quand même. Hein. Ah ouais. Mais vous n'avez pas le trac enfin, tu as pas le trac. Je sais plus si vous voyez ou te tutoyer. On peut se tutoyer si tu veux. D'accord. Si tu veux, mais il y a... Non, j'ai pas le trac. Non, c'est incroyable. J'ai pas le trac, non, mais c'est parce que Ça s'est convaincu. Je me sens assez fort, voilà, j'ai des arguments. Je tiens pas à avoir raison, je cherche le vrai, je cherche à pas me tromper. Pourquoi c'est pas vraiment une crise? Enfin, pourquoi tout ça c'est finalement pas la fatalité, ce qui nous arrive, cette crise économique? Qu'est-ce qui se passe?
La plupart des gens qui vous parlent d'économie à la radio et à la télé sont des employés de banque et ils oublient de vous le dire. Ils sont payés par les banques, ou ils appartiennent à des banques, ou ils sont aussi, en plus des journalistes, salariés de banques, ou propriétaires de banques. Hein. Donc la plupart des économistes qu'on voit apparaître à la radio, à la télé, pas tous les économistes, hein, mais ceux qui sont des vrais économistes, enfin des économistes qui défendent le bien commun et les gens normaux ne passent pas à la télé ou à la radio, très peu. Et ceux qui passent beaucoup à la radio et à la télé sont, sans le dire, des employés de banque. Ce qui fait que on nous rabâche toute la journée que c'est une crise, qu'on peut pas faire autrement, qu'il n'y a pas d'alternative, que c'est la faute de l'État qui est impécunieux, ou des citoyens qui vivent au-dessus de leurs moyens et qui sont des privilégiés. Et qui nous le répètent tous les jours à tel point que les gens l'intègrent comme si c'était une vérité. Or, l'état d'endettement de la puissance publique est pas du tout une fatalité, c'est une construction politique qui sert à servir les gens. Pour endetter un État, il faut je prends l'image de deux pinces, il faut deux actions, deux trahisons. La première pince consiste à priver l'État de la création monétaire. Ce qui est absolument décisif. Si les gens qui nous représentent décident que dorénavant la puissance publique ne pourra plus emprunter auprès de sa banque centrale, donc à taux zéro, gratuitement, et faire créer l'argent dont elle a besoin pour ses citoyens, et qu'elle doit, au lieu de ça, emprunter auprès des marchés financiers qui sont les riches du moment, du pays ou de l'extérieur, de l'étranger, si des représentants d'un pays, d'Espagne ou de France ou d'ailleurs, hein, les représentants d'un pays décident que l'État ne peut plus créer lui-même la monnaie dont le peuple espagnol a besoin ou français a besoin, ces représentants trahissent littéralement le peuple et mettent en place une première pince qui fait que si l'État manque d'argent, il devra s'endetter parce qu'il ne peut plus créer l'argent dont il aurait besoin. Mais cette pince-là ne suffit pas à pincer l'État parce que, donc pour pincer, il faut une paire de pinces, hein, ouais. Parce que si l'État qui perçoit des impôts et gère ses dépenses décide de ce qu'il va dépenser, si l'État dépense exactement les impôts, sans dépenser plus, il n'a pas besoin d'argent supplémentaire. Donc, il n'a pas besoin de créer de la monnaie puisqu'il se sert des impôts, il n'a pas besoin d'argent. Donc, pour que le piège se referme, il faut arriver à endetter l'État, il faut arriver à ce qu'il ait besoin d'argent. Et donc, il faut que les mêmes représentants, les mêmes ou leurs successeurs, les mêmes qui avaient décidé de priver l'État de la création monétaire, décident de voter des budgets en déséquilibre. Nous, ça a commencé en 73. Probablement pas à cause de la loi 73, mais il se trouve que c'est à la même époque, à partir de 73 en France, mais c'est comme ça un peu partout, hein, en Europe, je crois. Les parlementaires, c'est parce que c'est les parlementaires qui votent des budgets en déséquilibre, ont voté des lois de finances dans lesquelles l'État dépense un peu plus que ce qu'il gagne, commence à emprunter de l'argent. Donc c'est Giscard d'Estaing qui a lancé, tout de suite après 73, il a lancé un grand emprunt. Et ce grand emprunt, il fait que l'État a besoin d'argent. Mais on vient de dire qu'il n'avait plus la création monétaire. Donc s'il a besoin d'argent, il faut qu'il emprunte auprès de ceux qui ont de l'argent. C'est les marchés, on appelle ça les marchés financiers, comme si c'était un dieu cruel. Et vous apercevez que, en fait, l'État n'augmente pas ses dépenses. Comment ils font pour voter les budgets en déséquilibre? Et ils le font depuis 40 ans, donc il faut augmenter une dette énorme. Aujourd'hui, on en est à 1800 milliards. On va arriver à 2000 milliards de dettes. Alors qu'un État digne de ce nom ne devrait pas emprunter de l'argent. Mais donc, c'est progressivement depuis 40 ans qu'on a voté des budgets en déséquilibre, non pas en augmentant les dépenses de l'État, en construisant des autoroutes, ou pas du tout, ou des hôpitaux, non, en baissant les impôts des plus riches. On appelle ça, ici en France, on appelle ça des niches fiscales. C'est-à-dire ils ont mis l'État dans une situation, cette deuxième pince qui consiste à endetter l'État en votant des budgets en déséquilibre pendant 40 ans, et ça, c'est les socialistes comme les UMP, les soi-disant de gauche, soi-disant de droite, sont tous au service de la banque et des ultra-riches, dont ils servent les intérêts en ligotant l'État, en mettant l'État dans un carcan qui fait... Oui, comme un prisonnier, comme un forçat. Et comme c'est l'État qui est détenteur de la puissance publique, et donc de l'armée, de la police, monopole de la force, cet État va être comme contraint par les marchés financiers d'imposer une loi de fer au peuple,
avec ce qu'ils appellent l'austérité, mais qui est un coup d'État bancaire, qui a rien, c'est pas du tout une crise. C'est un piège monté de toutes pièces depuis 40 ans, avec des éléments du piège. L'interdiction de la création monétaire aux États a été verrouillée au plus haut niveau par l'article 104 du traité de Maastricht, qui est devenu 123 de Lisbonne, et vous êtes enfermés, les Espagnols sont enfermés dans le même piège. L'État ne peut plus emprunter auprès de la Banque centrale. L'État ne peut plus, s'il pouvait emprunter auprès de la Banque centrale ou emprunter au marché financier, il emprunterait à taux zéro, ça lui coûterait rien en intérêt. Et là, il est obligé d'emprunter au privé. Au privé et de leur payer un intérêt ruineux et non nécessaire. La dette, etc. C'est pas un piège économique. C'est un outil économique, mais qui constitue un piège politique. Une fois encerclé comme ça, un État ne peut plus faire que ce qu'on lui dit de faire. Il est plus souverain. Bon alors d'accord. Donc ça c'est celui qui crée la monnaie. Le premier problème, donc il crée pas la monnaie. Petit à petit, il emprunte et donc il doit rembourser. Donc la dette augmente et il est complètement soumis au marché financier, etc. Mais il y a une autre chose dont vous parliez là justement dans la vidéo qui a fait que je vous ai connu là, l'État et les banques, les dessous d'un hold-up financier. Après, il y a des gens qui misent, je pense à la Grèce, qui misent sur la ruine d'un pays. C'est quoi ces histoires? Comment ils font là? C'est le fait que, à partir du moment où donc la Grèce, comme les autres, avait renoncé à créer elle-même sa monnaie, elle empruntait l'argent sur les marchés financiers, mais à bateau, comme tout le monde. Et en fait, les taux dépendent de la crédibilité de l'État. C'est-à-dire qu'il y a des agences de notation, elles sont américaines, et elles sont payées par les banques elles-mêmes. C'est une folie, ce truc, hein. Et les agences décident, oui, cet État-là, il est fiable, vous pouvez y aller, c'est un bon investissement. Et puis quand ça leur pète, quand ça leur prend, puis quand ils ont envie de couler l'État, les agences de notation décident que c'est risqué. Donc si vous voulez leur prêter de l'argent, demandez-leur un bon intérêt parce que c'est risqué. C'est absolument pas vrai. Il n'y a aucun risque sur un État. Un État, déjà, devrait pas s'endetter. Et puis, s'il est le maître de sa monnaie, il va rembourser avec sa monnaie qui créera l'occasion et vous serez remboursé. Donc, la Grèce, au début, elle était saine et ils ont créé une rumeur. Elle était moins endettée que la France ou les États-Unis, par exemple. Et, du jour au lendemain, ce qu'explique Mirette, et c'est des gens qui l'ont avoué, qui s'en sont pas cachés. 5 patrons de hedge funds, donc ou de fonds de pension, des financiers, des gens qui ont beaucoup d'argent et qui décident ce qu'ils vont faire avec leur argent, s'entendent entre eux pour vendre massivement les titres de la dette souveraine grecque. Et quand on vend sur un marché comme ça crée un mouvement de panique où tout le monde se dit mais pourquoi on vend, mais c'est que ça fait baisser. Quand tout le monde vend plutôt qu'achète, là c'est le contraire de la rareté. Il y a une espèce d'abondance qui fait que les prix baissent. Donc le cours de la dette grecque baisse, et pour emprunter, il faut monter les taux d'intérêt, et ça fait flamber les taux d'intérêt aussitôt, mais c'est sur des milliards. C'est-à-dire que la Grèce se met à payer des sommes folles au titre d'intérêt, totalement spéculatifs, non nécessaires et ruineux. Et ça profite à certaines personnes qui gagnent de l'argent Évidemment. Sur un pays entier, quoi. C'est même plus une entreprise, c'est tout un pays. Il faut bien comprendre que sur le plan économique, on n'a pas de problème technique. On a un problème politique parce qu'on est dirigé par des traîtres, parce que les banques sont devenues suffisamment riches pour acheter les acteurs politiques comme on achète des savonnettes, comme on achète une voiture. Et c'est moins cher pour eux, c'est moins cher qu'une voiture. Hein. Quand Goldman Sachs se paye 1 milliard Obama, le retour sur investissement, c'est des centaines et des centaines de milliards. Je veux dire, ça valait le coup. C'était rien 1 milliard. Et puis ils les ont en plus, ils ont pas de problème. Ils les ont. Il n'y a pas de. Donc comme vous avez dit face à Jacques Attali, tout marche comme prévu. Tout se passe comme prévu. On nous présente ça comme une catastrophe, et ça dépend de quel point de vue on se place. Ouais. Du point de vue des 99%, c'est une catastrophe. Mais il faut pas dire qu'elle n'était pas prévisible. Nous avons une procédure qui conduit au pouvoir les pires, du point de vue de l'intérêt général. Ça conduit l'élection permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, et donc de mettre aux manettes les serviteurs des plus riches. Pour les 99, 99% c'est une catastrophe. Pour les 1%, c'est une aubaine. C'est une aubaine. Ok, donc la solution à laquelle vous avez réfléchi et que vous proposez, donc ce serait en 2 parties. Il y aurait
une histoire de écrire nous-mêmes notre constitution, puisque la constitution c'est le texte clé, si on veut, qui notre gardien, non? Et une autre partie a une histoire de tirage au sort. Donc, ouais. Alors, la Constitution peut être le gardien de l'intérêt général que s'il y a des citoyens pour la protéger. C'est pas le texte lui-même qui nous protège. C'est nous, ayant conscience que ce texte est important, ayant participé à son écriture, participant à sa révision et surveillant sa bonne exécution. Il faut qu'il y ait des citoyens derrière une constitution. C'est pas faut avoir une très bonne constitution. S'il n'y a pas de citoyens, le tyran fera ce qu'il voudra. Il violera la constitution dans l'indifférence générale parce qu'il n'y a pas de citoyens. Donc en fait, si vous voulez, la constitution, c'est vraiment qu'un outil quand même. Hein. Ce qui est essentiel, c'est la conscience citoyenne. Il faudrait que les citoyens deviennent constituants. À mon avis, il n'est de citoyens que constituants. Tant que les citoyens sont pas capables de penser, d'instituer eux-mêmes, c'est la société qui s'auto-institue, comme disait Castoriadis. Tant que les citoyens sont pas capables d'instituer eux-mêmes la dévolution des pouvoirs, comment est-ce qu'on désigne les acteurs politiques, et le contrôle des pouvoirs, comment est-ce qu'on se débarrasse des acteurs qui défaillent, tant que les humains n'ont pas muté en constituants, se sont pas transformés, ne se sont pas rendus aptes à vouloir une constitution. Et vouloir, c'est important, c'est décisif, ça. Hein. Donc, on n'avancera pas. La solution, c'est pas la constitution. La solution, c'est nous devenant constituants. Alors, après ça, comment ça va se passer concrètement? Il va falloir qu'il y ait une assemblée constituante. Je crois qu'il y aura sûrement une insurrection ou une élection de quelqu'un qui est incorruptible et qui déclenche un processus d'écriture par le peuple de la Constitution. Mais à mon avis, ce gars-là se fera zigouiller. Il se fera tuer parce les ultra-riches, les grands privilégiés tuent les gens pour moins que ça. Donc, je veux dire, un gars qui est capable de gagner les élections, manifestement, il a de bons résultats dans les sondages, il va gagner alors qu'il va mettre le système de domination et des travaux forcés à bas, il va se faire tuer. Donc, je pense que ce sera plutôt sur une insurrection que ça va se passer. Les insurrections, il y en a partout dans le monde, à toutes les époques. C'est une banalité sans nom. En fait, les humains passent leur temps à s'insurger. Ce sera encore une insurrection. Ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, on replonge dans la nasse, dans le piège, parce que on s'est pas préparé avant l'insurrection. On s'est pas préparé à qui va écrire le monde d'après, qui va écrire le contrat social suivant. Et il me semble que, moi, ce que je propose, c'est qu'on s'entraîne maintenant, avant l'insurrection. Si on s'insurgeait aujourd'hui, ce serait beaucoup trop tôt. On s'entraîne, et ça, on l'a jamais fait dans l'histoire des hommes, on s'entraîne à écrire nous-mêmes, mais par millions. Il faut qu'on s'entraîne, et puis qu'on réveille le voisin, qu'on lui dise, éteins ta télé, viens, rejoins-nous, on écrit des articles. Et tu vas comprendre, tu vas voir, on va t'expliquer, et puis on se forme nous-mêmes, éducation populaire. Il faudrait qu'on soit tous capables d'écrire la Constitution, ouais. Et après on va nous tirer au sort pour écrire la Constitution, mais on sera prêt. Et on sera prêt, et puis on va pas le faire seul, c'est-à-dire que ceux qui auront été tirés au sort pour écrire la Constitution, ils vont le faire sous le regard sourcilleux et inquiet des autres, qui vont vérifier qu'ils font pas de bêtises. Je veux dire, un peuple constituant, il va pas accepter une assemblée constituante en la laissant faire sans la regarder. Il va accepter le tirage au sort parce qu'il a compris qu'il fallait bien on va pas écrire à 60 millions la Constitution. Donc il a bien compris qu'il fallait une procédure pour choisir les gens. Il a bien compris que le tirage au sort allait nous protéger des conflits d'intérêts, c'est-à-dire qu'on allait éviter d'avoir des gens qui soient à la fois jugés partis et qui soient à la fois parlementaires et écrivains de la règle qui va contrôler les parlementaires, parce que ce gars-là, il va jamais écrire des vrais contrôles, il va toujours écrire des contrôles factices. Donc les gens ont compris ça, ils ont compris que le tirage au sort les protège des conflits d'intérêts en mettant n'importe qui dans le rôle constituant, on se protège de la malhonnêteté. Dans l'occurrence du processus constituant, c'est pas la malhonnêteté générale, hein. Je dis pas que les élus sont malhonnêtes en tout point. Je dis que l'élu, dans le processus constituant, il est malhonnête, il peut pas être honnête parce qu'il a un intérêt personnel contraire à l'intérêt général. Donc, c'est pas les hommes au pouvoir à écrire la Constitution. C'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, voilà. Et donc, ayant compris ça, les humains étant devenus constituants, acceptent, j'imagine, hein, parce que c'est logique, le tirage au sort comme procédure équitable, incorruptible de désignation d'acteurs qui sont pas en conflit d'intérêts. Et
Mais ils sont pas fous et ils savent bien qu'il peut y avoir des imbéciles ou des méchants qui sont tirés au sort, donc des gens qui ont pas toutes les qualités, qui peuvent avoir des défauts, des vices. Et on va les surveiller, on va les regarder. On les tire au sort, mais on les regarde. Et donc le peuple constituant tire au sort en son sein une ou deux assemblées constituantes, mais ensuite il les surveille. Il faut qu'on ait envie de s'occuper de ça. Ouais, d'accord. Mais ça s'obtient en le faisant. Alors après, on tire au sort des gens parmi on toute la s'insurge, population. c'est-à-dire qu'on se débarrasse des pouvoirs actuels. Alors il y a une phase, ça va pas se passer. Ça va être Ça se difficile, passera ça. pas sans. Oui et non, ça dépend. Si on est très nombreux, ça se passera sans violence. Donc déjà, réveiller les gens, leur faire prendre conscience que pour se protéger, il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils s'intéressent. Et il faut qu'ils sachent écrire la Constitution, puisque c'est le texte tout là-haut qui va nous protéger. Une fois que les gens savent écrire plus ou moins une Constitution, on va tirer au sort et on va créer une assemblée constitutionnelle pour écrire notre Constitution qui va être le texte de loi tout là-haut et qui nous sera protège. proposé au vote parce que c'est une assemblée tirée au sort qui écrit le projet. Mais c'est le peuple qui le vote ensuite, qui vote ce projet. Nous sommes tous capables d'écrire des articles de constitution. C'est pas du tout et quelqu'un qui ne sait pour l'instant pas du tout, il sait même pas ce que c'est que la constitution. Donc il s'est même pas encore entraîné. Ben je vous dis que moi ce gars-là, il écrira un meilleur article de constitution que Giscard d'Estaing ou Chirac ou Mitterrand. Mais parce qu'il est honnête, parce qu'il est pas en conflit d'intérêt, parce qu'il a un intérêt personnel. Je dis pas qu'il a pas d'intérêt personnel, il a un intérêt personnel, mais qui correspond à l'intérêt général. Parce qu'il fait partie des 99% et qui va retourner aux 99%. Alors, et faites-lui confiance, il va réfléchir à ça, il va s'en souvenir et il va prendre des mesures de contrôle des pouvoirs qui lui manquent aujourd'hui, il le sait bien. Il sait bien que les élus sont impunis et irresponsables. Eh ben, coup de bol, on lui donne la possibilité de réfléchir à ça. Eh ben, il va écrire les règles des vrais contrôles. D'accord. Mais parce qu'il n'est pas parlementaire. Donc, par exemple, si en Espagne, là, puisque justement, cette vidéo, c'est un peu l'occasion que des gens en dehors de France vous connaissent. Si des gens sont intéressés par ça, comment ils font concrètement? Mais ils sont assez grands. Ils vont inventer ce qui leur manque. Les gens ne sont enfants que parce que ils sont à genoux. Levez-vous et vous allez voir, vous allez trouver tout ce qui vous manque. Prenez cette affaire en main. Réfléchissez et regardez des vidéos si vous voulez, mais parlez-en, vous allez voir ce qui vous manque, vous allez l'inventer vous. Vous allez détecter les problèmes et trouver vous-même les solutions. Il faut se réveiller. Il faut s'en occuper, quoi, voilà. En tout cas, il n'y a aucune raison pour que moi je vous dise ce que vous allez avoir à faire ou comment ça va se passer. Juste une dernière question quand même. Comment vous voyez l'avenir, Étienne? Comment tu vois l'avenir? Je sais pas s'il faut que je dise ce que je pense parce que c'est pas gai quoi hein, parce que quand je vois que les Grecs avec ce qu'on a fait subir aux Grecs, c'est-à-dire que c'est odieux, c'est vraiment dégueulasse quoi. Les gens qui avaient une petite retraite à 1000 €. 1000 €, t'as du mal à vivre avec 1000 € hein. Les gens qui avaient une petite retraite à 1000 € l'ont vu couper par 2 puis encore par 2. Et attends. Et malgré ça, alors ils se sont révoltés, ils ont voté Tsipras en disant on va s'en sortir, lui il va nous défendre. Et quand il a vu putain il ne défend pas quand même. Et alors il a fait un référendum en disant qu'est-ce qu'on fait, on accepte les exigences de ces salauds de créanciers? Non, il faut pas accepter 60 et quelques %. Et Tsipras 2 jours après, il va tout accepter. Donc ils se font trahir au dernier degré par ce mec-là, qui est comme nos socialistes, quoi. C'est un faux mec de gauche, c'est un mec de droite dur, qui sert les banquiers, qui trahit sa parole, qui fait le contraire de ce qu'il a dit. C'est un traître, Tsipras, comme Hollande. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Il vient d'avoir une élection, ils élisent Tsipras triomphalement. Laisse tomber, je veux dire, moi j'ai envie de plus faire politique, c'est mort, quoi. Oui, les mais gens, si aujourd'hui t'es là avec moi à Paris, si tu fais ces ateliers constituants, je peux pas croire que tu n'aies pas d'espoir. C'est pas possible. Sinon, t'aurais arrêté. Ouais. Le pessimisme, c'est une lâcheté. Donc, quelque part, donc, ça... ouais, voilà, je me dis, ils sont encore comme ça, parce que c'est les médias. Le fait d'avoir pris le contrôle des médias, c'est ultra stratégique. Le fait d'avoir laissé les riches acheter les médias, c'est
ultra centrale. En France, par exemple, ils savent sûrement pas, mais Dassault, c'est Dassault qui a Le Figaro, par exemple. Oui. Dassault qui canon, fait les avions marchand de d'armes. guerre. Hein. Lagardère, marchand d'armes aussi, patron de pratiquement toute la presse magazine du pays, 75%. Et des manuels scolaires, des manuels, des livres, des éditions. Ah ouais. C'est incroyable. Ouais. Les banques achètent les journaux, les télés. Bon, Étienne Chouard, il faut qu'on termine là, je suis désolé. Merci beaucoup. Au Merci revoir. à toi. Salut.